étoiles et bienvenue aussi à tous ceux et celles qui découvrent cette chaîne et cette série d'interviews présentant auteurs et autrices. Aujourd'hui, je reviens avec le thème de l'hypersensibilité. Et oui, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde et un livre qui aborde le sujet d'une manière tout à fait originale. Alors, avant de continuer, je vous invite à cliquer sur le pouce, à vous abonner pour soutenir cette chaîne qui a à cœur de mettre en avant des personnes qui contribuent au bien-être et aux prises de conscience. Merci pour elles, surtout. Bonjour Sylvie, bienvenue dans la boîte à livres. Bonjour Oriane. Alors, Sylvie Porta, tu es consultante formatrice en développement des compétences, praticienne en psychopédagogie positive et en intégration des réflexes primitifs. Tu accompagnes des bébés, des enfants, des jeunes et des adultes à révéler leur potentiel et surtout ceux qui ont une sensibilité élevée. L'hypersensibilité chez l'enfant est ton premier livre paru aux éditions Mardaga et préfacé par l'incontournable Saverio Tomazzella, qui a écrit de nombreux livres sur le thème de l'hypersensibilité. C'est une sorte de consécration et un signe de garantie. Alors, venons-en au fait, l'hypersensibilité, c'est une mode, une réalité? Et je voudrais dire, finalement, tu n'es pas la première autrice que j'invite sur ma chaîne à présenter son livre sur le thème de l'hypersensibilité. Et dernièrement, je me suis même demandé si finalement les hypersensibles ne seraient-elles pas tout simplement des personnes tout à fait normales, alors que les autres seraient coupés de leur sensibilité. Et pour dire cela, je pense au bruit dans lequel nous vivons, aux ondes électromagnétiques, à la vitesse qui nous est imposée, au niveau de pollution, etc. Oui, alors avant de répondre, merci Oriane pour cette invitation. Avant de répondre à cette question sur l'hypersensibilité, si c'est une mode ou une réalité, je tiens juste à préciser ce qu'on finalement on entend derrière hypersensibilité, puisque finalement ce n'est pas si simple de le définir. Et puis on peut entendre beaucoup de choses sur ce sujet. Donc, en fait, on aurait tendance à traduire d'ailleurs l'hypersensibilité. Si dans les pays francophones, on aurait dû traduire d'ailleurs cela en haute sensibilité ou sensibilité élevée. Puisque derrière le terme hyper, il y a quelque chose qui peut être aujourd'hui connoté un petit peu négativement. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu, en tout cas, Hélène Aron, notamment spécialiste de l'hypersensibilité, qui a été une des premières dans les années 90 à vraiment porter ce thème et les recherches, nous invite aujourd'hui à parler de haute sensibilité, sensibilité élevée. Donc nous, on utilisera, enfin je basculerai sur tous ces termes-là pendant notre échange, mais voilà, c'est juste de le poser là. Et de dire que finalement, la sensibilité élevée, c'est une sensibilité plus élevée que la moyenne. Avec ça, c'est pas forcément plus clair, mais ça veut dire qu'en fait, la personne hypersensible, elle va avoir une tendance à avoir une plus grande réceptivité aux stimuli environnants et une plus forte réaction. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que quand on parle de haute sensibilité, en tout cas comme j'en parle notamment dans le livre, il y a deux choses qui sont importantes à identifier. C'est à la fois que c'est une histoire de sens, de sensorialité, et à la fois une histoire d'émotion. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent décrit la haute sensibilité sur un versant très psychologique. Alors que là, et c'est ce que je propose notamment dans le livre, mais je ne suis pas là, enfin, j'ai envie de dire, nous sommes nombreux à reparler aujourd'hui de la haute sensibilité comme ça, c'est que c'est à la fois aussi quelque chose qui se passe d'un point de vue physiologique. C'est vraiment on capte à travers nos sens, finalement, donc notre corps, et ça va se traduire en effet par des émotions et des réactions. Mais avant tout, c'est quand même quelque chose de sensoriel et puis d'émotionnel. Mais voilà, pas uniquement une caractéristique psychologique. Et puis, pour ta question sur l'hypersensibilité, est-ce que c'est une mode ou une réalité? Déjà, préciser qu'en effet, alors c'est quelque chose qui existe bel et bien.
qu'on parle de sensibilité, d'hyper ou même d'hyposensibilité, puisque ça existe, l'hyposensibilité. C'est-à-dire qu'on voilà, on détecte moins rapidement et puis il y a moins de réactions. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui existe. Eh bien, ça existe réellement. Donc ça, c'est la première chose. Mm. Euh, la sensibilité, c'est le propre de l'être humain. Et d'ailleurs, pour répondre à cette notion de mode, c'est depuis l'Antiquité qu'on parle de la sensibilité. Tu en Euh, parles bien dans ton livre d'ailleurs, de l'histoire, de la relation des êtres humains à la sensibilité et de la qualité que ça pouvait être à un certain moment d'histoire. Une oui. personne sensible, Eh c'était... bien, il y a même une époque où il était bon d'être sensible et de montrer et d'exprimer sa sensibilité. Donc, ça a vraiment eu une place. Après, la révolution industrielle, on fait bouger un petit peu les choses. Et je dirais que voilà, ça a transformé un petit peu ce rapport à la sensibilité. Mais finalement, des philosophes, des écrivains, des psychologues, des médecins, des thérapeutes, et puis se sont toujours intéressés à la sensibilité, à l'hypersensibilité, donc on n'en parle pas depuis hier. Et ensuite, il y a même aujourd'hui de plus en plus de chercheurs neuroscientifiques qui s'intéressent à ce sujet. Donc, ce n'est pas forcément un sujet, alors, récent, je dirais. Ce qui peut faire penser que c'est quelque chose à la mode, c'est parce que depuis les années 2000, on en parle de plus en plus. Je dirais même depuis les années 2020, hein, il y a vraiment, en fait, on entend le terme d'hypersensibilité, peut-être même trop parfois, en fait, un peu partout. Ça, c'est lié aussi au fait que les médias retransmettent toutes ces informations. Parfois, elles sont justes, parfois, les informations sont un peu erronées, ou je dirais, en tout cas, de toute façon, elles laissent place à des avis controversés. Donc ça, c'est vraiment une réalité. C'est un sujet où aujourd'hui, oui, on entend parler de plus en plus. On peut pas dire que c'est un sujet, en fait, à la mode. Oui. Ça dépend ce qu'on y met derrière, en fait. Mm. Mais c'est Oui. bien une réalité. Je le constate en tant que facilitatrice, coach, thérapeute, superviseur, je constate que, effectivement, il y a des personnes qui sont hautement sensibles et hautement réactives et que ça peut être même une souffrance pour certaines personnes. Et d'ailleurs, tout ça m'amène justement à te demander quelle est, toi, ton expérience de l'hypersensibilité? Es-tu toi-même hypersensible? Alors, je dirais que mon exploration consciente de la haute sensibilité, elle a commencé dans les années 2017, pour moi, en tout cas, suite à un épisode d'épuisement professionnel. Et c'est la rencontre avec mon médecin traitant de l'époque que j'ai découvert ce terme-là d'hypersensibilité, où il m'a invité en tout cas à aller explorer ce sujet. Et notamment, il m'avait recommandé un livre qui à l'époque était très lu, c'est Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Et c'est vrai que ce livre-là et ce questionnement qui m'avait été posé à ce moment-là, eh bien, a piqué ma curiosité. Et je suis allée explorer ce sujet d'un point de vue personnel. Alors, ça m'a permis d'avoir une relecture de mon histoire, ça a permis de mieux me connaître, ça a permis euh, d'avoir une meilleure compréhension de qui je suis. Mais ça s'est pas arrêté là, c'est qu'en fait, durant cette époque-là, moi, j'étais également en pleine reconversion et donc en développement de mon activité d'accompagnatrice, d'entrepreneur. Et pas de hasard, hein, je pense, pendant cette période-là, j'ai, dès le démarrage, eu beaucoup d'enfants, d'adultes, d'adolescents avec des caractéristiques pouvant faire penser à l'hypersensibilité. Et donc, j'ai voulu surtout aller explorer ce sujet aussi pour sortir d'une idée assez négative Hmm. ou d'être dans l'idée que cela conditionnait une souffrance. Donc, je suis allée explorer ce sujet-là pour surtout trouver quels étaient les outils. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait en faire de cette sensibilité peut-être un peu plus élevée, plus exacerbée, et surtout en quoi elle pouvait être un atout. Mhm. Et c'est là où j'ai plongé ma découverte, donc déjà sur l'aspect et sensoriel et émotionnel.
Donc, je me suis formée à des approches, notamment une approche d'intégration des réflexes archaïques, qui finalement est une approche qui permet de redécoder des choses au niveau, de comprendre ce qui se joue au niveau corporel. Et puis, je suis également allée explorer aussi tout ce qui est autour de l'intelligence émotionnelle, euh, voilà, pour mieux comprendre aussi tout ce qui se jouait là. Et surtout bah, faire des liens avec l'hypersensibilité. D'ailleurs, j'ai tout de suite été interpellée parce que dans ton livre, comme tu le dis justement, tu abordes les réflexes primitifs. Et je voudrais en profiter pour dire aux auditeurs et aux auditrices que ton livre regorge d'outils, qu'il est vraiment interactif avec des codes QR. On peut aller sur un site, avoir des exercices, des méditations, etc. Franchement, c'est un livre surprenant, très chouette à manier. Et donc, voilà, c'est pas juste une monographie sur le sujet, mais c'est un livre compagnon, un livre outil. Et ça, vraiment, je trouve ça super intéressant et utile surtout. Et donc, oui, moi, en tant que kinésiologue, j'ai appris justement l'importance des réflexes primitifs, mais ici, les auditeurs, les auditrices ne savent pas de quoi il s'agit. Alors, dis-nous en plus. Alors, c'est vrai que c'est tout un sujet, les réflexes archaïques. Alors, je vais essayer vraiment d'apporter un éclairage à la fois bref et compréhensible sur le sujet. D'ailleurs, c'est le sujet de mon second livre à paraître là, que je coécris. Je réserve. Que je coécris avec Élise Arwal, donc vraiment sur les réflexes archaïques et toujours dans cette idée aussi. Merci pour d'avoir précisé qu'en effet ce livre est aussi un livre pratique parce que j'y tenais vraiment et surtout mon souhait était de me dire de retrouver tout ce que j'aurais aimé retrouver moi, je pense à ce moment-là. Ça a été le fruit voilà, de recherches par-ci, par-là, d'informations. Voilà, l'idée était de retrouver tout ça dans un même livre. Et donc, pour revenir sur les réflexes archaïques, en fait, c'est les réflexes archaïques ou primitifs, on peut entendre les deux mots, c'est exactement la même chose. Ils apparaissent durant la période intra-utérine et les premières années de vie. Et en fait, ces réflexes, ils sont précieux. Alors, c'est quoi un réflexe? C'est un mouvement, en fait, des mouvements involontaires et spontanés que fait le bébé dans le ventre et puis ensuite dans ses premiers temps de vie. À ce moment-là, son cerveau, il n'est pas en mesure de se dire, tiens, il faudrait que j'ouvre ma main, que je la ferme pour attraper un objet. Non. Donc notre cerveau a une partie, en fait, cette partie archaïque nous permet de réagir et surtout, et donc c'est ça qui est précieux, c'est que c'est là pour assurer notre protection, du coup, notre survie. C'est là également pour permettre à notre cerveau de continuer à créer des connexions neuronales. C'est là pour également finalement nous permettre de nous développer au niveau moteur, mais pas que moteur. Hein. C'est-à-dire que quand on voit un bébé, par exemple, marcher à quatre pattes, bon, on s'accorde que ça lui permet de se développer au niveau physique et moteur, mais pas que. Ça permet également d'aller développer de tout ce qui va être cognitif, qui va nous servir à apprendre, tout ce qui va être lié à la mémorisation, l'attention, etc. Tout ce qui va être lié aussi à la sphère émotionnelle. Donc, en fait, les réflexes archaïques vont avoir un impact sur notre développement global. Et donc, c'est là où c'est extrêmement intéressant et passionnant parce que ça donne plein de clés de compréhension par rapport à notamment des difficultés parfois que l'on peut rencontrer sur tous les plans, en fait. Donc, l'hypersensibilité, eh bien, j'ai fait du lien entre ces réflexes archaïques et l'hypersensibilité, puisqu'en fait, on a des réflexes archaïques, et je vais en citer deux là, par exemple, mais le réflexe de paralysie par la peur et le réflexe de Moro. Le réflexe de Moro, on le reconnaît assez souvent parce que c'est lorsque le bébé, par exemple, est en position comme ça, allongé, et d'ailleurs pendant son sommeil parfois, et qu'il a comme une forme de sursaut. Et souvent, c'est accompagné d'un pleur, voilà, d'un pleur souvent, d'une demande, parce que besoin d'être rassuré, en tout cas besoin de retrouver une sécurité. Par exemple, un bruit
peut avoir fait émerger ce réflexe, ou ça peut être parfois une stimulation tactile, c'est-à-dire la tête qui penche un petit peu en arrière, et hop, j'ai besoin, en tout cas, ça va déclencher mon réflexe de Moro. Ce réflexe de Moro, par exemple, et ces réflexes de paralysie par la peur, pour faire vraiment, hein, je fais court, mais c'est ce qui nous vont être précieux dans la construction de notre sécurité intérieure et de notre manière de gérer le stress. Et donc, pourquoi je les cite, ces deux-là, c'est parce que c'est souvent quelque chose qu'on retrouve après, c'est-à-dire que pendant l'enfance et l'âge adulte, si ces réflexes n'ont pas pu se développer correctement, on va dire, eh bien, ils risquent d'être encore présents au-delà des premières années de vie. Et c'est là où on peut trouver des manifestations d'ailleurs d'hypersensibilité. C'est-à-dire que voilà, ça va être, en tout cas, on va pouvoir retrouver finalement une présence de réflexe qui aurait dû être rangée dans un petit placard de notre cerveau pour pas nous confronter à quelque chose qui nous amène à être tout le temps en hypervigilance. Souvent dans l'hypersensibilité, il y a quelque chose quand même d'une hypervigilance, surtout. Voilà, pour faire Oui. court. Je ne sais pas si c'est suffisamment. Je pense que c'est suffisant. C'est effectivement super intéressant, ces réflexes archaïques et de voir le lien qu'il y a entre ces réflexes et ce sentiment de sécurité, cette propension à surréagir par rapport aux événements de la vie. Ouais. De toute façon, je vous invite, en tout cas dans la lecture du livre, hein, vraiment, je vais beaucoup plus loin sur cette partie-là. Donc vraiment, et je l'explique vraiment un peu plus en long et en large. En revanche, ce qui est intéressant, et c'est là toujours dans l'idée de, oui, ok, et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, l'avantage quand même, c'est de savoir que les réflexes archaïques, même s'ils n'ont pas pu se développer, il y a plusieurs facteurs, hein, je les cite, qui peuvent entraver en fait le bon développement des réflexes. Malgré cela, eh bien, on va pouvoir y retravailler plus tard. Voilà, c'est d'où ma casquette là de praticienne en intégration des réflexes. C'est-à-dire qu'à n'importe quel âge, donc, on peut retravailler sur la bonne intégration de ces réflexes archaïques. Et donc, je ne veux pas dire là qu'on fait disparaître l'hypersensibilité. Hein, en tout cas, n'entendez pas cela parce qu'au contraire, la haute sensibilité, en plus, on sait qu'il y a aussi peut-être des facteurs génétiques, hein, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Mais par contre, on va pouvoir aller apaiser, atténuer ce qui parfois fait souffrance ou rend difficile les choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver du confort et apaiser le système nerveux qui parfois peut réagir plus fortement. Mhm. C'est super passionnant. Et alors, quel lien avec les hauts potentiels parce que je me posais la question, peut-on dire que le cerveau des hauts potentiels va de pair avec une hypersensibilité ou est-ce que c'est le contraire? Ou est-ce qu'il y a les deux? Alors, merci pour cette question parce qu'en plus, dans le livre, je mets en avant un terme qui est le haut potentiel sensible. Et c'est vrai j'utilise volontairement ce terme dans le livre. Euh, Vraiment important de préciser que quand je dis ce terme, ça ne veut pas dire que j'aborde la notion de haut potentiel intellectuel, le HPI, tel qu'on peut l'entendre dire. En fait, c'est deux particularités différentes. Donc, on va pas les confondre. Il y a le haut potentiel intellectuel et il y a l'hypersensibilité. Je vais faire référence à Cathy Azeman, qui est une neuropsychologue belge, qui a, selon moi, en tout cas, posé quelque chose qui me semble assez clair sur le sujet, même si je tiens à rappeler que beaucoup de prudence et d'humilité sur tout ce qu'on pose autour de ces découvertes, de ces compréhensions de ce qu'est l'hypersensibilité, le haut potentiel, et puis je dirais tous les autres neuroatypies. On n'en est qu'au balbutiement. Voilà, il y a des fois des études qui disent certaines choses et d'autres qui viennent affirmer le contraire. Donc, vraiment beaucoup d'humilité et de prudence hein, dans ce que je pose là. Mais je trouve quand même assez intéressant de voir qu'en fait, euh, les deux, le haut potentiel intellectuel ou l'hypersensibilité, c'est une hyperréactivité cérébrale. La différence, c'est que le haut potentiel intellectuel, c'est une hyperréactivité
de tout ce qui va être lié au cognitif. Alors que la haute sensibilité, l'hypersensibilité, c'est une hyperréactivité aussi, mais dans des régions cérébrales qui gèrent tout ce qui est le traitement des informations sensorielles, dont on parlait tout à l'heure, et émotionnelles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir un haut potentiel intellectuel associé à une hypersensibilité, puisqu'on peut avoir les deux particularités. On peut avoir une hypersensibilité tout simplement. On peut avoir un haut potentiel tout simplement. Voilà, c'est pas systématique. Même si on peut entendre dire parfois, hein, là, pour le coup, on peut aussi entendre dire parfois que les deux sont toujours associés, mais si on veut être, en tout cas, des recherches et de ce que posent de nombreux professionnels, non, il y a une différence. Hein. Oui, mais la nature aime la diversité, donc pourquoi est-ce qu'elle ne ferait qu'un modèle, hein? Voilà, elle propose différentes options et voilà, ça tombe sur la personne qui manifeste cette option. Et franchement, c'est passionnant à découvrir. Alors, moi, ce que j'ai tout de suite observé, c'est que, bon, tu es une des premières interviewées qui a publié chez Mardaga, et c'est vrai que Mardaga, pour moi, c'est une vraie marque de sérieux parce qu'on y trouve beaucoup de grands auteurs, mais aussi ton livre, c'est un livre où tu proposes de nombreuses références, même une bibliographie. Donc, la personne qui va acquérir ton livre a accès à un choix de livres que tu recommandes et qui permettent d'aller plus loin, plus en profondeur, si c'est le besoin du lecteur. Alors, j'avais envie de dire aussi que ton livre se divise en 3 étapes. Reconnaître, accueillir et accompagner l'enfant, hein, parce que c'est un livre pour les parents. Mais finalement, moi qui suis grand-mère déjà, en le lisant, je me suis dit, mais c'est dingue, ça s'applique encore à moi. Donc voilà, je dirais que tout le monde y trouvera son compte. Et en même temps, c'est un livre-outil pour les éducateurs, les parents confrontés à cette hypersensibilité. Et voilà, donc ces 3 étapes, est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus à propos de ces 3 étapes? Oui. Alors, je te remercie d'avoir précisé qu'en effet, ce livre peut finalement toucher plein d'autres personnes, parce que c'est vrai que c'est l'hypersensibilité chez l'enfant. Mais j'ai eu récemment des retours d'adultes, parents ou non parents, et même de personnes âgées, qui m'ont fait un retour qui m'a beaucoup touchée, puisque en fait, en lisant le livre, eh bien, elles ont plongé dedans en disant mais que ça leur avait permis d'avoir une relecture aussi de beaucoup de choses de leur histoire, de leur vécu, puisque finalement, on a tous été enfants. Et donc, voilà, très touchée de voir que finalement, ça ne concerne pas uniquement des parents avec des enfants de tel ou tel âge. Mhm. Vraiment, en tout cas, ça s'adresse aux éducateurs, mais aussi à tout à chacun qui est intéressé par le sujet, bien évidemment. Donc, tu m'évoquais, excuse-moi, est-ce que tu pourrais me... Oui, donc je parle que tu as structuré ton livre selon 3 étapes et c'est vrai que j'appuie là-dessus parce que ces 3 étapes sont essentielles. Et je te laisse dire plus. Pourquoi 3 étapes? Oui, Reconnaître, accueillir et accompagner l'enfant. oui, exactement, parce que en fait, je pense que tout un processus à partir du moment où on entend parler d'hypersensibilité, mais comme pour toute autre particularité d'ailleurs. Il y a une première étape où c'est important déjà de reconnaître, de comprendre, en fait, d'avoir des connaissances qui vont permettre de mieux comprendre. Et comme je vais pouvoir mieux comprendre, je vais pouvoir me mettre en action. Je trouve que c'est souvent un peu un processus qui revient, en tout cas qui me parle moins, mais qui revient régulièrement. Je vois dans les accompagnements, on est souvent dans des phases aussi où on comprend et après on se met en action. Et on peut se mettre en action et comprendre par le même biais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des étapes comme ça. Et quand on découvre l'hypersensibilité, il y a cette étape où, oui, qu'est-ce que c'est que ce sujet? Voilà, on peut s'y reconnaître, ne pas s'y reconnaître. Et c'est donc un temps qui va être important
pour pouvoir ensuite être dans une autre étape d'accueil. Et, et ensuite, comme je vais pouvoir accueillir cette particularité ou mieux la comprendre, eh bien, je vais pouvoir accompagner autrement. En tout cas, on va affiner la façon d'accompagner. Et c'est surtout que ça va permettre de déployer cette sensibilité. Si je prends l'hypersensibilité, et tu évoquais en démarrage vraiment le fait que c'est souvent vécu comme une souffrance, enfin, ça peut être vécu comme une souffrance ou quelque chose vraiment de désagréable. Euh, eh bien, justement, d'aller reconnaître toutes les facettes de la haute sensibilité. Et c'est pas uniquement les facettes inconfortables, hein. Il y a aussi dans ces caractéristiques-là, ça apporte de beaux atouts, hein. Mhm. Et bien, c'est d'aller découvrir vraiment l'ensemble de tout cela pour pouvoir après déployer tout ce potentiel, hein. Et c'est pour ça que j'ose parler de haut potentiel sensible, c'est-à-dire que c'est un vrai potentiel. Tout à fait, tout à fait. Bon, ben, il y a un petit test en début de livre et je l'ai fait et je me suis découverte, bon, ben, je le savais hein, un peu, mais je me serais jamais je me serais jamais étiquetée en haute sensible, mais finalement, ça fait tout à fait sens parce qu'avec le métier que je fais, il est important d'être sensible. Et voilà, donc pour les parents qui nous écoutent, je dirais, soyez confiants, confiantes parce que ben, vos enfants ou votre enfant a un cadeau, un don du ciel. Et c'est grâce à cette sensibilité, ça va lui ouvrir plein de portes. Et la seule chose, c'est que il va falloir apprendre à maîtriser cette sensibilité, à l'utiliser et non pas à la subir, hein, quelque part. Quand on subit, ça, c'est un souci. Alors, j'ai envie de te demander, puisqu'on arrive tout doucement à la fin de cette interview, si tu avais une petite recommandation pour les parents qui nous écoutent, ce serait laquelle? Eh bien, une recommandation, À part tout lire ton livre, à part lire. alors, en tout cas, j'espère que dans le livre, normalement, on devrait trouver vraiment des réponses à des questions bien plus précises et que chacun peut avoir dans le quotidien, etc. Donc, ça, c'est certain. Mais s'il y avait quelque chose, une recommandation à apporter, c'est de dire qu'en fait, euh, l'hypersensibilité n'est qu'une caractéristique. Quand je dis ça, c'est que c'est une particularité, une caractéristique, une particularité neurophysiologique qu'il est bon de connaître, on vient de le dire, pour mieux comprendre ce qui se joue dans le quotidien, pour aider l'enfant à mieux identifier ses besoins et donc à les prendre aussi en charge. Et puis pour lui permettre de développer aussi tous ses beaux potentiels que ça lui apporte par ailleurs. Mais que voilà, le fait de le connaître va lui permettre de gérer tout ce qu'on disait autour, apprivoiser Hmm, tout ce qui va être débordement et saturation. Mais c'est ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas une fin en soi. hmm, C'est-à-dire que ça n'explique pas, l'hypersensibilité n'explique pas non plus tous les comportements et toutes les situations. Ça n'excuse pas tous les comportements non plus. Ça ne rend pas plus faible ou vulnérable un enfant. Ça ne rend pas non plus supérieur. Voilà. Le risque, en fait, c'est vrai que quand on découvre cette particularité-là ou d'autres, c'est normal, on a tendance à s'y intéresser, donc après on voit tout autour de cela. Et donc c'est important, c'est une phase. Mais ensuite, c'est intéressant aussi de l'avoir là et de s'en décoller un petit peu. Parce que le risque, sinon, c'est de ne voir que toutes les situations, tout ce qui se passe que sur le prisme de l'hypersensibilité. Et au final, ça ne permet pas d'observer et d'accompagner l'enfant dans sa singularité. Et en fait, il n'est pas qu'hypersensible. Il y a plein d'autres choses. Et donc voilà, c'est juste de se dire que, OK, la haute sensibilité, c'est une caractéristique, c'est une particularité que je découvre, je prends en compte, etc. Mais elle s'inscrit dans plein d'autres choses et dans plein d'autres particularités. Et donc voilà, vraiment
voilà, de trouver après une place un peu plus ajustée à... Mais merci pour ce rappel de ne pas limiter son enfant à juste un critère, mais de considérer l'ensemble et aussi de ne pas euh, l'emprisonner en fait dans, ce, dans cette caractéristique. Bien, ben voilà, je voudrais vraiment te remercier, Sylvie, d'avoir accepté de faire cette interview, qui, je l'espère, chers auditeurs, chères auditrices, ben, vous aidera, surtout si vous êtes parents et que vous vous sentez perdu devant les réactions de vos enfants. Alors, pour ne rater aucune des prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne, aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce. Je sais, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais c'est important de le faire, à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et puis surtout, je crois que l'essentiel, c'est de partager avec vos amis, avec votre famille, avec des personnes qui peuvent être confrontées. Vous ne le savez pas, mais parfois, c'est surprenant autour de nous. Il y a beaucoup plus de personnes hautement sensibles ou qui ont des enfants hautement sensibles. Et ça va peut-être être le coup de pouce, l'éclairage qui leur manquait et qui va rendre leur vie plus agréable, plus facile. Voilà, au revoir Sylvie. Au revoir, merci Oriane. Au revoir à tous et toutes et à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers et d'autres manières de voir le monde.